Avant toute chose, je m'appelle Emma. Cette histoire s'est déroulée il y a maintenant quelques années lorsque j'entrais dans une école d'art. L'une des meilleures de France. Elle était située au cœur de Paris. J'avais toujours adoré dessiner, de si loin que je me rappelle. Mais je n'avais jamais pris un seul cours. D'après mon entourage, je n'en avais pas besoin. J'étais douée et ils avaient raison. Quand j'ai appris que mon dossier avait été accepté, j'ai bondi de joie. C'était le plus beau jour de mon existence. Du moins, je le pensais. En réalité, il allait s'agir du pire. Il marquerait le début d'une longue descente aux enfers. Les premiers mois, j'étais ravie de mon école. J'avais des cours passionnants, des professeurs fantastiques et des amis géniaux. Moi, Lucie et Romain étions un trio inséparable. Et heureusement, car il y avait beaucoup de clans dans notre promotion. Nous étions une trentaine d'élèves, mais dès la première semaine, des groupes se sont rapidement formés. L'un d'entre eux en particulier attirait l'attention de tout le monde. Il s'agissait de 4 garçons qui se connaissaient depuis des années, si proches les uns des autres qu'ils se considéraient comme des frères. Ils avaient même un tatouage en commun. Un V stylisé tatoué dans le creux de leur poignet. Je n'aimais pas trop ces types. Maxence, leur leader, était froid et misogyne. Il aimait critiquer les filles, mais aussi leur faire des avances, à tel point que certaines s'étaient plaintes à la direction. Son bras droit, Théophile, n'en ratait jamais une pour le faire rire. Il m'avait prise en grippe sans raison depuis le début de l'année. Pour cela, nous nous détestions. Les 2 derniers lascars de ce quatuor infernal, Gabriel et Joachim, se montraient plus discrets. Ils étaient globalement appréciés par les autres. Mais Joachim me mettait mal à l'aise. Son humour très noir avait quelque chose de désagréable. Une fois, quand je lui avais demandé ce qu'il avait fait ce week-end, il m'avait répondu qu'il avait passé son samedi après-midi à étrangler des bébés chats. Selon lui, il les avait ensuite décapités et empaillés. J'en avais conclu qu'il ne voulait simplement pas répondre à ma question et était passé à autre chose. Et Joachim n'était pas le seul à agir bizarrement. J'avais remarqué que plusieurs professeurs prenaient des sujets de cours assez atypiques. Par exemple, en art plastique, nous avions dû imaginer quel objet pourrait se trouver à l'intérieur d'un cercueil et les peindre ensuite. Les autres étudiants devaient ensuite deviner quel genre de personne y avait été enterrée et ce que signifiaient ces objets pour elles. Ensuite, en cours de littérature, notre enseignant, M. Dupont, nous avait fait travailler sur les tueurs en série pendant plusieurs séances. Ainsi, il nous avait décrit avec précision comment Jack l'Éventreur avait abusé, torturé, puis démembré chacune de ses victimes. Des filles étaient sorties de son cours en pleurs, mais M. Dupont s'en fichait. Il disait qu'il adorait voir nos têtes lorsqu'il nous racontait tous ces détails macabres. Sa seconde passion, et pas des moindres, étaient les théories du complot. Que cela soit les francs-maçons, les Illuminati ou les projets MKUltra, M. Dupont pouvait nous en parler durant des heures. Un de nos autres professeurs, M. Petit, autorisait les étudiants à consommer de la drogue durant son cours. Il prétendait que cela améliorait notre créativité et permettait à l'artiste qui sommeillait en nous de se dévoiler davantage. Je n'y ai jamais touché. Je n'en ai jamais parlé, pas même à mes parents. La direction de l'école était parfaitement au courant de ce genre de pratique et ne semblait pas s'en préoccuper. En fait, tout le monde à part moi et Romain semblait trouver cela normal. Au début, ce genre de fait était anecdotique. Mais il devenait de plus en plus fréquent à fur et à mesure que l'année avançait. Cela aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Mais j'étais tellement concentrée sur mes cours que j'ai fini par ne plus y prêter attention. J'étais dans mon monde, dans ma bulle. Un matin de décembre, Lucie n'est pas revenue en cours. Ensuite, 7 autres étudiants déclarèrent forfait. Ne supportant plus le rythme difficile ou la mauvaise ambiance de l'école, je n'entendis plus jamais parler d'eux. Le premier semestre se termina et j'obtins les félicitations du conseil de classe. Les mois passèrent, puis celui de mars arriva. Un jour, Maxence posta sur Facebook une invitation pour se rendre à une soirée chez lui. J'ai d'abord refusé de m'y rendre. Puis j'ai fini par accepter, quand j'ai vu qu'il n'arrêtait pas tant que je ne viendrais pas. Qu'avais-je à perdre? Ce n'était qu'une soirée. Romain me déconseilla d'y aller, mais j'ai haussé les épaules face à son inquiétude. La moitié de la classe s'y rendrait, et puis, cela faisait depuis bien longtemps que je ne m'étais pas amusée. J'avais besoin de me changer les idées, même si cela impliquait de devoir supporter Maxence plus que nécessaire. Si je pouvais revenir en arrière, j'écouterais Romain. Mais je ne l'ai pas fait, et je l'ai regretté. Une fois rentrée de cours, j'ai fait une sieste à la maison. Lorsque je me suis réveillée, je n'étais plus chez moi. J'étais sanglée à une table d'opération.
sans la moindre petite idée de la façon dont je m'étais retrouvée ici. On m'avait attaché les mains, puis le cou et même scotché la bouche. Une lumière vive m'aveuglait. J'ai voulu crier, mais aucun son n'est sorti de ma bouche. Je me sentais oppressée, observée. Je ne voyais pas ce qu'il se passait autour de moi, mais je devinais des silhouettes de chaque côté de la table. Je crus discerner le miaulement étouffé d'un chat. Aussitôt, les blagues macabres de Joachim sur le sujet me revinrent en mémoire. Surpris, je reconnus la voix de M. Dupont. J'étais en plein cauchemar. Il s'agissait de la seule explication possible, et ce, même si je sentais la froideur de la table contre ma peau, que mes yeux me piquaient à cause de la lampe braquée sur moi. Il posa une main chaude sur mon front puis repoussa la lampe. Quand il remonta sa manche, je remarquai qu'il avait le même tatouage que Joachim et les autres. Que venait-il se passer? Le visage de M. Dupont était à quelques centimètres du mien. Puis il se détourna et je pus distinguer les personnes qui se trouvaient autour de moi, ainsi que le lieu. J'étais dans une sorte de cave. En tournant la tête tant bien que mal, je vis un damier noir et blanc sur le sol. Des bougies étaient surlevées sur des tables et des chaises. Une dizaine d'autres personnes se tenaient dans le fond de la pièce, mais je n'y prêtais aucune attention. Joachim, Maxence, Théophile et Gabriel se tenaient côte à côte à ma droite. À ma gauche, il y avait 3 autres filles. La petite amie de Gabriel et 2 autres que je ne connaissais pas. « Emma, réveille-toi maintenant, réveille-toi » me répétais-je en boucle, sans toutefois y parvenir. Hélas, je ne me réveillais pas. Monsieur Dupont me dévisageait toujours avec un sourire mauvais sur les lèvres. Un homme lui donnait un petit chat noir et blanc, celui que j'avais entendu miauler, et Monsieur Dupont le passa à Joachim. Sans sourciller, le garçon lui trancha la gorge. L'animal n'eut même pas le temps de se défendre. Enfin, Joachim détacha la tête du corps, fracassant celle-ci par terre dans un bruit épouvantable. Trempa ses doigts à l'endroit où aurait dû se trouver son cou. J'étais incapable de regarder ailleurs. Il semblait avoir fait cela des centaines de fois. Avec un hoquet d'horreur, je le vis tendre sa main pleine de sang vers mon visage. Il dessina quelque chose sur mon front avec ce liquide chaud et poisseux, psalmodiant des paroles incompréhensibles. Puis, à l'aide d'un crucifix tenu à l'envers, il me fit le signe de croix. J'avais envie de vomir. J'espérais que cela prenne fin, mais Joachim n'en avait pas terminé avec moi. Monsieur Dupont lui prit le cadavre de l'animal, l'échangeant contre un immense couteau de boucher. Joachim le saisit sans me jeter un seul regard. Il allait me tuer, j'en avais la certitude. Très calmement, Joachim déboutonna mon jean et passa sa main à l'intérieur. La suite est très floue. Je me rappelle juste qu'il caressait ma peau nue avec la lame sous mes vêtements. J'étais terrifiée, hystérique, je ne pouvais plus bouger. Parfois, la pointe du couteau transperçait ma chair, mais pas suffisamment pour qu'elle me saigne. Je manquais de m'étouffer avec mon propre vomi. Lorsque M. Dupont s'en aperçut, il enleva mon scotch, tout en pointant un revolver contre ma tempe pour s'assurer que je me taise. J'étais prise au piège. À côté de lui, Maxence trépignait d'impatience. Voyant que son camarade prenait trop de temps pour me faire souffrir, il lui prit le couteau des mains, puis taillada dans ma chair quelque chose, juste au-dessus de ma poitrine. J'ai hurlé, crachant de la bile acide sur le visage de mes agresseurs, et enfin je m'évanouis. Quand je me suis réveillée, j'étais de nouveau dans mon lit, comme si je ne l'avais jamais quitté. J'avais atrocement mal à la tête et était en retard pour me rendre en cours. J'avais fait un cauchemar, j'en étais persuadée à présent. J'arrivais en cours, encore choquée par ce rêve qui avait semblé atrocement réel. Je me suis mise comme à mon habitude à côté de Romain, trop hébétée pour parler. Joachim, Maxence, Théophile et Gabriel étaient dans un coin de la pièce. Ils me dévisageaient avec insistance, qui me mettait vraiment mal à l'aise. Finalement, Maxence se leva pour venir me parler. Soulagée, je lui répondis que je me sentais bien. Je me sentais stupide. Évidemment que je n'avais jamais quitté mon lit hier soir. Au cours suivant, M. Dupont nous parla encore une fois des sociétés secrètes et de magie noire. Quand il retroussa sa manche une fraction de seconde, je remarquai avec effroi le V tatoué sur son avant-bras. Prétextant une envie pressante, je me précipitai dans les toilettes pour y déboutonner mon chemisier, tremblant de tous mes membres. Juste au-dessus de mon sein gauche, il y avait une entaille rouge, à l'endroit exact où Maxence m'avait poignardé. Une entaille en forme de V, identique à celle des garçons et à celle de M. Dupont. Puis,
En inspectant mon cou, je remarquais d'étranges traces rouges, comme si j'avais été étranglée avec une corde. Ainsi, je n'avais pas rêvé hier soir. J'étais complètement paniquée. Comment cela avait-il pu se produire? Qu'allais-je faire? Personne ne me croirait si j'en parlais. La police me rirait au nez. Je vous en prie, croyez-moi. Je sais au plus profond de moi-même qu'il s'est passé quelque chose d'ignoble ce soir-là. Depuis cet événement, je suis constamment épiée, même après avoir quitté cette maudite école. Car chaque jour, depuis bientôt 2 ans, je vois Monsieur Dupont et Théophile. Un jour, alors que je faisais mes courses, Monsieur Dupont s'est approché de moi et m'a chuchoté à l'oreille ces quelques mots qui resteront à jamais gravés dans mon esprit. Je sais que j'ai l'air folle, mais tout ceci est réel. Je ne peux plus sortir de chez moi sans me faire suivre par quelqu'un. Ces gens de l'ordre sont plus nombreux que vous ne le pensez. En effectuant des recherches sur Internet, je suis tombée sur un groupe de survivants de cette organisation. Ils opèrent principalement dans le milieu scolaire. Les enseignants recrutent des élèves et initient ceux qui leur semblent convenir à la doctrine de l'ordre. Ces derniers repèrent ensuite leurs potentielles victimes. Pour mieux les manipuler, ils les droguent, puis les forcent à avoir des rapports sexuels dans des conditions innommables. En agissant de la sorte, ces malades espèrent obtenir l'ultime vérité en s'offrant à Satan. Ce que j'ai vécu s'appelle des abus rituels. Nous sommes des dizaines de milliers de victimes à avoir vécu cela, dans chaque coin de la planète. J'ai pu discuter avec certaines d'entre elles. Nous avons tous plus ou moins la même histoire. Je n'ai rien inventé. Par pitié, croyez-moi. Et si un camarade de classe avec lequel vous ne vous entendez pas vous invite à une soirée, n'acceptez jamais son invitation. Il se pourrait que ce soit un membre de l'ordre.